Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de rencontrer Maxime Bonabri-Duval. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une connexion avec l'environnement, le social, l'environnemental. Enfin voilà, il faut qu'il y ait cette problématique. Pourquoi Maxime ? Parce qu'en cette période de fête, j'avais envie de mettre en lumière le parcours d'un jeune homme qui officie dans l'ombre d'un formidable projet caritatif, le Refettorio Paris. Maxime est le chef résident de ce restaurant atypique, ouvert en mars dernier par le médiatique Massimo Bottura. Ses engagements, à la fois sociétaux et environnementaux, sont plus que sincères. Ils sont nécessaires à la pratique de son métier. Avec Maxime, nous avons parlé d'être à sa place, de cuisiner pour les autres et d'universalité. Avant d'écouter l'interview, j'ai une super nouvelle qui va vous réjouir si vous êtes dingue comme moi de bon café. Belleville Brûlerie, mon dealer de café préféré, vient de lancer une gamme de café instantané qui va sauver vos prochains voyages en train ou en avion. Un sachet et de l'eau chaude suffisent désormais à se préparer une excellente tasse. J'ai goûté, la qualité est folle. On retrouve vraiment le goût de leur café filtre. Si vous voulez vous régaler pendant les trajets des vacances de Noël, j'ai une autre bonne nouvelle. Avec le code APOIL sans accent, vous aurez droit à 20% de réduction en commandant sur le site cafébelleville.com. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors tu es sans doute le premier chef que j'interviewe dont j'ai pas mangé la cuisine. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que tu es le chef du Refettorio Paris. Donc ce restaurant qui est installé sous l'église de la Madeleine et qui sert à manger pour des personnes dans le besoin. Des repas qui sont préparés avec des surplus alimentaires que vous récupérez. Depuis le lancement en mars, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. On a surtout entendu parler des chefs stars qui venaient faire la cuisine, de Massimo Bottura qui a lancé l'endroit, de JR, de Yannick Aleno, Alain Ducasse, tous ces chefs qui venaient cuisiner. Moins de toi, qui fait bouillir la marmite tous les jours. Tu es le chef de l'ombre du Refettorio. Oui. Alors déjà pour le manquement au fait que tu n'es pas venu manger ma cuisine, on va pouvoir régler ça bientôt, parce que même si c'est pour nos invités qui sont en situation précaire, après le service pour les bénévoles, il y a un repas. Donc on partage le même repas qu'on a servi. Donc tu vas bientôt pouvoir venir dans la cuisine et puis venir déguster nos plats. Et d'être le chef de l'ombre, c'est... Le chef de l'ombre, oui, enfin ça me va dans un sens. Évidemment, moi ça fait pas très longtemps que j'ai commencé la cuisine, donc j'ai pas forcément être mis en lumière. Je travaille pour un projet, c'est pas pour mon ego que je le fais. Et puis il y a tellement de grands chefs qui viennent à côté que voilà, c'est très important de parler plus du projet que forcément des chefs qui viennent. Même nous, on essaie de communiquer un minimum sur les chefs qui viennent. C'est plus pour nos invités qu'on le fait. Tu disais que tu avais commencé la cuisine sur le tard, après des études de génie civil ? Oui, des études de génie civil en Bretagne. Et comment c'est venu la cuisine ? Je peux pas dire que je sois quelqu'un qui est baigné dedans petit, parce que j'ai personne de ma famille qui est dans la cuisine, ni que ce soit une grande passion depuis longtemps. Effectivement, j'ai fait génie civil, je savais pas trop quoi faire après l'école. Puis la cuisine, personne ne m'attendait, en tout cas dans ce milieu-là. Et puis je pense que c'est ça qui m'a motivé à aller vers la cuisine, c'est que en fait on m'y attendait pas. Et j'aimais bien me dépenser, servir à quelque chose. Et j'avais besoin de voir du concret. Donc la cuisine, en fait, concrètement, quand on cuisine, on a tout de suite le résultat quelques temps après. Donc ça me plaisait énormément. Je faisais des saisons quand j'étais étudiant en restauration, pas en cuisine, mais en restauration, j'étais en salle. Et ça me plaisait ce milieu de commencer tôt, finir tard, avoir des heures un peu... un peu le côté original. Physique et le côté physique d'être occupé côté physique aussi, voilà, de me dépenser. J'ai toujours été hyper actif à l'école, sur les bancs de l'école, je pouvais pas tenir en place. Et puis voilà, j'avais besoin de trouver quelque chose, aussi un métier où je puisse donner du sens à ce métier-là. Et donc du coup, la cuisine me semblait une bonne opportunité.
Et mais bon, c'est marrant parce que quand j'ai commencé la cuisine, enfin voilà, je connaissais on va dire rien du tout. Tu connaissais pas ce milieu, tu connaissais pas trop les chefs, Non, je connaissais les pas de chef. restaurants. Non, et puis je faisais même pas. Enfin, au début, j'étais pas très attiré pour même moi me faire à manger à moi-même en fait. Ah oui. Ce qui est, ce qui est le début en fait. Je savais pas du tout. Et puis ça a commencé par 2-3 petits plats que j'ai voulu faire à des amis. Et puis en fait ça m'a plu. Et puis petit à petit, je me suis dit bon bah on va essayer de pousser là-dedans et d'aller faire une école de cuisine. Donc tout de suite, t'as voulu faire une école. Ouais. Tu t'es pas dit que t'allais travailler Non. dans des restos et apprendre comme ça. Non, je savais, comme j'y connaissais absolument rien, c'était un monde inconnu pour moi. Il fallait qu'on m'apprenne quelque chose, enfin les bases en fait. Et puis donc je suis allé à Ferrandi. Là j'ai eu la chance d'avoir un très très bon prof de cuisine qui m'a appris toutes les bases, mais aussi comment se comporter en cuisine. C'est très important aussi parce que c'est pas seulement savoir cuisiner ou avoir de la technique, c'est aussi se comporter en cuisine dans une équipe, dans une brigade. Donc cette année à Ferrandi de mise à niveau avec ce professeur, ça m'a aidé énormément. Ça a été révélateur aussi, tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Ah oui, tout de suite, dès les premiers services qu'on a fait à l'école, j'étais heureux. Enfin, j'avais trouvé le moyen de me dépenser et puis de créer quelque chose avec mes mains. Je me suis dit c'est bon, j'ai choisi la bonne voie. J'ai lu que tes parents avaient trouvé ça bizarre comme choix. Bah oui, comme je disais, j'étais pas attendu dans le milieu de la cuisine. Et du coup, quand je dis ça, c'était surtout de mes parents, les personnes les plus proches de moi à cette époque. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, ma mère m'a dit, quand je lui ai annoncé que c'est bon, que j'étais accepté à Ferrandi, que j'allais faire ça, parce que quand j'étais accepté, j'étais en Australie à ce moment-là. Et donc du coup, je les ai appelés, et j'ai demandé à mon père si ça allait pas le déranger, enfin, comment il voyait le fait que je change complètement d'orientation, parce que lui était très heureux que je fasse génie civil. Et je lui ai demandé, est-ce que si je change complètement et que je fais de la cuisine, est-ce que ça le dérange, mais qu'est-ce que ça lui inspire et qu'est-ce qu'il en pense? Et du coup, il m'a dit, c'est un milieu difficile. Lui aussi avait travaillé étant jeune dans la restauration. Je pense que tout le monde y passait, peut-être. Il m'a dit, c'est un milieu difficile. Est-ce que tu es bien sûr dans quoi tu t'engages? Parce qu'il y avait toute cette mode à l'époque avec Top Chef, enfin les émissions culinaires, mais que je regardais pas du tout. Donc moi, c'est pas ça qui m'avait attiré. Du coup, il m'a dit, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir aller dans cette voie? Et puis ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Tu sais même pas faire une mayonnaise. Et c'était vrai, je savais pas faire une mayonnaise. Donc le premier truc que j'ai appris à faire, c'est une mayonnaise. Est-ce que tu te souviens s'il y avait des chefs que tu admirais quand tu as commencé au début? Je me souviens de cet entretien à Ferrandi où en fait on m'a posé cette question. Quels sont pour vous les modèles, les chefs que... Puis en fait, j'avais pas préparé l'entretien et j'étais incapable de dire un nom de chef. Enfin oui, si, je connaissais Paul Bocuse, enfin les plus grands, Loiseau, enfin tout ça, mais ça me semblait un peu trop bateau de dire oui, bon, voilà, c'est ça les chefs que j'admire parce que tout le monde doit le dire ou alors, c'est un peu évident. Du coup, j'étais un peu séché par la question. Donc là, c'est bon, j'ai la réponse quand tu me poses la question. C'est ma mère, en fait, j'ai dit que c'était ma mère, simplement. Mais voilà, j'avais pas d'autres. Je connaissais pas le milieu, je connaissais pas qu'est-ce qui était le milieu de la cuisine. Maintenant, je le connais beaucoup plus parce que de toute façon, je vois les plus grands passer maintenant au réfectorio et je m'y suis intéressé. Mais au tout début, il y avait pas d'inspiration. Pas de modèle, non, pas forcément. Tu voulais ressembler. Non. Et t'avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard? Pourquoi, enfin, quand t'as commencé, tu t'es dit, je veux être chef dans un restaurant, avoir mon propre restaurant, ou t'avais déjà un plan de carrière, ou pas du tout? J'ai fait ça parce que j'étais un peu à l'arrêt dans ma situation professionnelle en génie civil et puis de savoir ce que je voulais faire après. Donc j'avais pas de plan. Par contre, quand je me suis dit, je vais faire la cuisine. Je me suis posé, je me suis dit, bon, c'est ça que je vais faire. Je me souviens, j'étais dans une rue de Sydney et je me suis dit, je vais apprendre les bases de la cuisine, prendre ce qu'il y a à apprendre dans les grandes maisons, faire des grandes maisons, et ensuite aller travailler pour les gens qui sont dans le besoin. Alors, dans le besoin, je parle pas forcément, parce que là, je suis chef résident du réfectorio, mais c'est pas forcément ces gens-là. Au début, j'imaginais, c'était très large. Je me disais peut-être aller travailler dans un orphelinat, dans un autre pays, enfin voilà. Mettre au service la cuisine, choper les grandes techniques dans les grandes cuisines pour ensuite les offrir à des personnes qui n'ont pas accès à ça. Et je m'en souviens très bien de me dire, bon allez, je fais une des plus grandes écoles de cuisine, et puis ça va servir à quelque chose derrière. Je savais pas quoi encore. Et donc tes premières expériences, elles t'ont amené plutôt dans un autre univers. T'as fait le Fouquet's, Matignon. Ouais, voilà, au début, je suis passé par 3 années à Ferrandi, donc une année de mise à niveau, puis ensuite 2 années en BTS.
donc une année en alternance au Fouquet's, 2 ans à Matignon. Là, je me suis retrouvé dans des brigades. Au Fouquet's, ils sont 70 dans la brigade. Matignon, c'est une vingtaine. C'est des établissements quand même haut de gamme. Enfin, il y a des beaux produits. On sert des personnes qui ne sont pas dans le besoin. mais oui, je me suis retrouvé au milieu de tout ça. C'était très impressionnant au début. J'ai essayé de tirer le maximum de ce que je pouvais voir, apprendre. Et toujours en me projetant vers l'avenir, en me disant ça me servira à quelque chose et il faut que je passe par là pour ensuite, moi, prendre mon propre chemin. Alors, le gaspillage alimentaire, ça a toujours été là, comme tu disais, puis l'envie de rendre service. J'ai vu que tu récupérais déjà les invendus au supermarché pour faire manger à tes amis quand tu étais étudiant. Ouais. Oui, ça j'y ai pensé après coup. C'est sur le moment, j'y pensais. Enfin, je savais pas que j'allais faire de la cuisine à ce moment-là. C'est quand j'étais en Bretagne et que je faisais mes études de génie civil. C'est vrai que j'avais un petit boulot étudiant où je travaillais dans un supermarché. Le matin, je mettais la mise en rayon, je retirais les produits qui allaient être périmés au jour. Et puis très vite, j'ai demandé au responsable du magasin si c'était pas très légal, on va pas le dire, mais si je pouvais récupérer ces invendus. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de loi qui était faite pour ça et lui évidemment il savait que j'étais étudiant, que j'avais pas forcément beaucoup d'argent, donc il m'a dit oui, tu prends ce que tu veux, voilà. Et donc en fait je faisais mes courses tous les dimanches matin pour toute la semaine, et donc là c'est aussi là où ça m'a mis un peu le pied dans la cuisine, c'est que je me suis mis à récupérer des choses que je récupérais pas, que j'allais pas forcément acheter moi si je devais choisir, et du coup me mettre à cuisiner des choses que je n'avais jamais cuisinées. Donc voilà, ça m'a un peu... Et donc ça m'a fait tilt quelques années après, où je me disais mais c'est vrai que je faisais ça, où j'avais déjà cette envie, ou ce constat de me dire c'est pas logique de jeter encore des produits qui sont bons, quoi. Donc ouais, je faisais ce genre de choses. Et quand tu étais encore étudiant à Ferrandi, c'est là que tu as fondé Au Paragé, l'association qui proposait de faire des repas dans des festivals à partir d'un vendu aussi. Tout à fait, à Ferrandi, on a eu l'opportunité de créer une start-up avec quelques étudiants. Donc on était 7 au départ. Et puis on s'est orienté vers le gaspillage alimentaire. On a voulu donc répondre à cette problématique qu'on rencontrait en cuisine, à savoir le gaspillage alimentaire, surtout dans les grandes tables. On s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. On savait cuisiner, on s'est dit, on va mettre notre savoir-faire au service de cette cause. Mais à l'époque, on ne savait pas du tout. Enfin, tout ce qui était... parce que Massimo Bottura avait déjà créé son premier réfectoire, il y avait déjà des initiatives qui se faisaient, et on n'était pas du tout au courant de ce qui se faisait. On s'est juste dit ça, de notre côté, on va faire ça. Et puis c'était un projet qu'on devait faire en un an, dans le cadre scolaire. Il n'y avait même pas d'obligation de le rendre réel. C'était juste à la base un business plan qu'on devait faire sur papier. Et puis en fait on s'est pris au jeu, on a créé des partenariats où on a réussi à obtenir un food truck, on a pu aller sur des événements, donc des festivals, on était à Will of Green, on a fait les journées du développement durable des étudiants, enfin voilà, on a fait des petites choses comme ça, on a fait aussi une intervention dans un centre Emmaüs, voilà. Et ça nous a plu énormément, on a commencé à glaner tout ce qu'on pouvait à droite à gauche, on a rencontré quelques personnes, maintenant sur Paris, pour ceux que je connais le plus, en fait c'est marrant, on s'est tous rencontrés à ce moment-là où on était tous petits, et puis maintenant je vois que certains, comme Too Good To Go, c'est une application sur tout le territoire, que Simone Lemon, ils ont toujours leur restaurant qui marche depuis quelques années, enfin voilà. Donc on s'est tous rencontrés à ce moment-là, et donc nous, l'aventure s'est arrêtée au bout d'un an, et j'ai souhaité la continuer avec 3 de mes camarades, et après chacun est parti dans ses objectifs, on va dire, de vie, et moi continuer dans l'anti-gaspillage. Et là, petit à petit, au bout d'un moment, on m'a contacté pour devenir chef du réfectoire. Oui, j'allais te demander comment ça s'était passé. C'est eux qui ont pris contact avec toi ? Oui, en fait, je me souviens, j'ai reçu un SMS d'une dame un matin qui me dit, voilà, je suis chef de projet pour le nouveau réfectoire de Massimo Bottura qui va s'ouvrir à Paris dans peu de temps. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour échanger, tout ça ? Donc moi, depuis, j'avais été au courant des initiatives de Massimo Bottura, et je me suis dit,
il faut y aller, quoi. Il y a peut-être quelque chose, je peux peut-être aider. Enfin, j'y allais vraiment dans l'optique d'aider la personne pour y arriver et puis monter. Je me disais, c'est bon, ils ont déjà leur équipe en plus. Et puis si c'est Massimo Bottura, le chef qui a été élu meilleur restaurant du monde, lui, c'est bon, il a déjà ses chefs en place. Et puis moi, j'ai pas... Mais je suivais déjà sur Instagram le réfectorio à Londres. En fait, c'est ma mère qui m'avait dit, tu devrais y aller, peut-être qu'ils ont une place pour toi. Moi, je lui ai dit, oui, enfin bon, moi, j'aime bien la France, je suis bien en France, pas forcément envie d'aller à Londres, et puis je vais créer mon projet. Et en fait, donc, elle m'a contacté, on s'est rencontrés, et j'y suis allé, voilà, vraiment pour donner des conseils. Et en fait, il y avait la chef de projet de Massimo Bottura, italienne, des réfectorios, qui a commencé à me faire passer un entretien pendant la rencontre, et j'étais pas du tout préparé. Donc en fait, elle m'a un peu pris de court, et bon, j'ai répondu à des questions d'entretien, puis en plus en anglais, donc ça faisait 4 ans que je savais plus parler anglais depuis l'Australie, enfin bon. Et donc je suis ressorti de là sans réponse, sans savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis en fait, moi derrière, j'ai envoyé mon CV parce que j'ai vu qu'ils avaient pas de chef. Donc je leur ai... Et puis c'était pas forcément être chef, hein, je voulais juste être dans le projet. Et donc du coup, donc, quelques mois ont passé, et puis ils m'ont dit bon bah c'est bon en fait. T'es le chef. Voilà. Et puis quand je suis arrivé pour le deuxième entretien, où ils m'ont dit bah voilà, ils m'ont expliqué où est-ce qu'ils en étaient, quand est-ce que ça allait ouvrir, qui étaient les premiers chefs à venir. Donc Aleno, Ducasse, Massimo Bottura allaient être là. Et puis moi je savais pas, et je leur ai dit mais en fait vous allez m'embaucher, quel poste? Vous cherchez un chef. Mais voilà. Et puis ils m'ont dit bah chef. Et puis là j'étais ok, d'accord. J'étais pas forcément prêt, mais d'accord. Ok, relevons le défi. Et en plus, je trouve qu'il y a une vraie logique quand on entend ton parcours et tes combats perso, et voilà, on a l'impression que t'es vraiment à la bonne place aujourd'hui. Ah, c'est ça, oui, j'ai trouvé ma place, là, complètement. Ah oui, c'est ce que je me suis dit très rapidement au réfectorio, c'est que je suis là où c'est là où je devrais être. Tout ça pour arriver là, c'est logique. Il y a du sens, voilà, il y a une logique. Ouais. Et tu m'as dit, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que t'étais plus à ta place au réfectorio qu'à Matignon, où t'avais été en alternance. Oui. Que t'étais plus fière de faire à manger aux personnes dans le besoin qu'aux premières personnes de France. Mais je renie pas le fait d'avoir fait, et puis j'étais très fier d'avoir été dans les cuisines de Matignon, surtout que j'ai eu un super chef à cette époque-là qui m'a beaucoup appris, et j'ai vu de très beaux produits. Maintenant, c'est vrai que moi, dans mon objectif de vie, de carrière et puis de quête de sens, être au réfectorio tous les soirs, voir pour qui je le fais, avoir des remerciements de ces gens-là qui n'ont pas accès à une nourriture, on va dire, de travailler, et puis une gastronomie, en fait. Ça a pour moi beaucoup plus... je suis beaucoup plus sensible et je suis beaucoup plus ému quand je fais ça. Après, j'ai servi dans des grandes maisons et des grandes tables, et j'en suis fier. J'aurais bien aimé d'ailleurs peut-être avoir aussi cette carrière où je passe dans les cuisines des grands chefs. Aujourd'hui je vois beaucoup de grands chefs, mais je suis pas dans leur cuisine. Mais passer un peu et apprendre de chacun de ces grands chefs leur cuisine, j'aurais bien aimé. Maintenant il fallait que je choisisse, et puis aujourd'hui c'est vrai qu'être au réfectorio, voir pour qui ça sert, c'est pour moi beaucoup plus gratifiant. Ça consiste en quoi d'être le chef du réfectorio? T'es le chef d'orchestre, tu reçois les chefs invités, Oui, c'est plus ça. Après, j'ai pas une prétention de me dire chef, parce que quand on parle de chef, pour moi, j'en admire des chefs. Et on me mettrait dans une autre brigade, je serais pas chef. Mais là, au réfectorio, oui, c'est un peu chef d'orchestre, c'est ça. C'est en fait voir les invendus qui arrivent, décider du menu. Ensuite, on travaille tous les jours avec des nouveaux bénévoles, des bénévoles différents chaque jour. Donc, il faut ils veulent donner aussi de leur temps et servir à quelque chose. Donc, du coup, très vite, j'ai appris à ne pas cuisiner tout seul, mais en fait avec eux, et les diriger, et leur dire où est-ce qu'on veut aller. Et même si c'est pas des professionnels, c'est pas grave, ils coupent à la vitesse où ils coupent, même si c'est pas régulier, c'est pas grave.
Et puis on essaye de gérer ça, donc faut avoir un œil partout, surtout qu'on a une très grande cuisine, comme tu as peut-être dû voir. Donc faut aller voir partout ce qui se passe sur chaque poste, ce que fait chaque bénévole, pour être sûr d'arriver à la finalité au plat. Donc je touche très peu de produits, en fait je suis plus aux cuissons. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une seconde qui est arrivée, qui est excellente. Et du coup on est 2 maintenant à gérer cette cuisine avec les bénévoles. Et aussi accueillir les chefs invités. Donc les faire, parce qu'ils arrivent dans une cuisine qu'ils ne connaissent pas, avec un exercice qu'ils ne connaissent pas forcément. Travailler des invendus, c'est-à-dire que on cuisine avec ce qu'on a, les quantités qu'on a, la qualité des produits qui est disponible. Donc ils sont parfois ils perdent pied un peu. Donc voilà, faut les rassurer, faut leur dire voilà, on a ça, on peut peut-être faire ça. Nous on peut aller dans cette direction, et puis voilà, ils connaissent pas la cuisine, donc faut être là pour eux en fait. Donc chef du réfectoire, quand il y a un chef qui vient, en fait on devient son commis quoi en fait. Faut se remettre à la place du commis quand un chef vient. C'est le chef invité décide de son menu avec ton aide, ta connaissance de la cuisine et des clients du réfectoire. Oui, ils me demandent conseil. Ouais. Voilà, en fait, oui, ils font le menu parce que j'aurais beaucoup de prétention de conseiller quelque chose à Pascal Barbeau ou Alain Ducasse ou un Romain Méder. Mais du coup, donc non, ils choisissent ce qu'ils vont faire et puis moi, ils me demandent souvent est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ça. Donc ce qu'ils aiment au réfectoire, c'est la quantité, bien manger, les féculents aussi, et puis voilà des choses, je vais pas dire simples, mais de la gastronomie bien travaillée, mais bien maîtrisée. Et puis voilà, on n'a pas forcément le choix des produits ni de ce qu'on va mettre. Donc ils me présentent le menu et puis dans 90% des cas ça va, ça va. Oui, il n'y a pas de souci. Et je voulais juste faire apporter une petite précision. Tu disais tout à l'heure que c'est le but du réfectoire, c'est de faire à manger, donc pour des personnes qui sont dans le besoin, mais c'est pas juste faire à manger, c'est pas la soupe populaire, non. C'est faire des repas gastronomiques. Oui, alors ouais, et puis moi je suis très content d'être au réfectoire parce que l'idée du réfectoire, c'est pas juste les nourrir. En fait, il faut que l'assiette soit une excuse pour eux de venir. Et ensuite, nous, donc toute l'équipe du réfectoire, est là pour créer du lien entre les gens, leur redonner un peu une espèce de première marche pour rentrer dans la société. Et ça passe par la culture. Donc très régulièrement, il y a des personnes qui viennent, et voilà, des musiciens, des artistes. Donc on a JR qui est dans le projet, qui a habillé tout le réfectoire avec des œuvres d'art. Récemment, on a pu voir dans tous les métros de Paris les œuvres de JR, des photos de JR avec des yeux. En fait, c'était que des invités du réfectoire. Ah oui. Oui. Et en fait, ça, personne ne le sait, mais juste, par contre, nos invités, ils le savaient. Ouais. Donc, du coup, ils sont allés dans Paris. Voilà. Donc, il y aura des places qui vont être offertes aussi à nos invités pour la Maison européenne de la photographie, pour qu'ils aillent visiter l'exposition de JR. On va essayer de développer ce genre de choses. Voilà. On va essayer de développer beaucoup aussi ce côté culturel qui est important. Donc, en fait, la cuisine, c'est une excuse. Donc, faut parler aussi des autres projets qu'on a à côté, qui vont arriver, qui sont à suivre. Et voilà. Donc, ça, c'est important. Et du coup, dans l'assiette, oui, on fait de la gastronomie. La gastronomie, beaucoup de gens l'imaginent comme étant les plats très bien dressés, très travaillés, alors que la gastronomie, si on reprend la définition de base, c'est l'art de recevoir, l'art de faire bonne chère et de faire la cuisine pour les autres. Donc c'est ce qu'on fait. Est-ce que ça change quelque chose pour toi quand tu fais à manger, de faire à manger pour ces personnes-là et pas pour des clients traditionnels d'un restaurant? En fait, maintenant, moi, pour moi, c'est les clients, en fait. Enfin, bon, ils payent pas, c'est des invités, mais ils ont leurs exigences. Et puis maintenant, au début, j'étais très soucieux de leur plaire, de faire une cuisine qui leur plaise. Et en fait, ils sont mis à être très exigeants aussi, comme des clients dans le restaurant. Il n'y a pas de différence, en fait, pour moi. Je cuisine, je fais la cuisine que j'aime. Je sais pour qui je le fais. Puis j'en suis très content et très fier, mais pour moi, je les ai intégrés comme des personnes, comme dans un autre restaurant, en fait. Quel a été ton meilleur moment au réfectoire, pour l'instant? C'est dur de choisir. Il y en a eu plein. Moi, j'ai souvenir d'un moment très émouvant qui s'est passé. Alors, je vais pas pouvoir donner de nom, mais on a une grande famille
qui est venu au réfectorio pour être bénévole. Et donc, les parents sont venus avec les enfants. Il y a un des enfants qui devait avoir 6 ou 7 ans, donc très jeune. On lui avait donné une table, donc avec un monsieur, il devait s'occuper de ce monsieur toute la soirée, donc lui apporter les plats, l'eau, le pain, enfin voilà. Donc il s'occupe de lui toute la soirée. À un moment, je sors de la cuisine et puis je vais voir, c'était la première table en sortant de la cuisine. Je regarde un peu la scène. En fait, le garçon, tout innocent, s'était assis à la table du monsieur. En fait, il était en train de discuter avec lui. Et en fait, il y avait cette innocence de l'enfant qui savait pas vraiment où est-ce qu'il était ou qui y servait. Il n'avait pas forcément conscience des problématiques de la société ou voilà. Et il y avait ce monsieur qui savait pas qu'il avait en face de lui un des plus riches des héritiers en fait de ce monde. Et en fait, je vois le monsieur qui tend une main vers l'enfant et j'aperçois un billet en fait. En fait, ce monsieur avait été touché par la générosité de l'enfant et le fait qu'il soit bénévole toute la soirée pour lui, et il lui avait donné un petit billet de 5 € pour qu'il aille sûrement s'acheter des bonbons, enfin voilà, pour le remercier. Et là, ça tout prenait son sens. En fait, on voyait cet homme qui, du coup, vivait à la rue et qui, du coup, avait donné, on va dire, une grande partie de sa fortune à cet enfant qui, lui, avait pas encore, mais qui allait avoir une fortune considérable. Et ce moment, je me suis dit, en fait, quand on passe les portes du réfectorio, tout le monde est au même niveau. Voilà. Et ça, c'était assez émouvant. Et du coup, bien sûr, pour finir l'histoire, cet enfant nous a apporté... le billet le pourboire. Le pourboire. Le pourboire qu'il avait reçu. On a été le rendre au monsieur en lui disant que c'était pas forcément obligé de donner quelque chose. Et puis, en fait, on s'est aperçu très vite que les gens ont besoin aussi de donner. En fait, ils ne veulent pas que recevoir, ils veulent donner aussi, ils veulent pas être dans cette situation de mendiant, de juste recevoir que dans un sens, ils veulent aussi, eux, apporter quelque chose. Voilà, on met en place ce système où en fait on leur laisse nous donner des choses s'ils le veulent, quoi. C'est un vrai échange à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, maintenant on va passer à l'aller-retour. D'accord. C'est un petit questionnaire où tu dois répondre du tac au tac. Allons-y. Ton âge 28. Ton signe astrologique. Bélier. Ton plat signature. Le gratin dauphinois. Ton plat préféré. La seule meunière aux pommes de terre ras du Touquet. Le chef que tu admires le plus. Ma mère. Non, après le chef, non. Rollinger. Ton ingrédient préféré. Le curcuma. Ton ingrédient détesté. Le kale. J'arrive pas à le cuisiner, je sais pas comment on fait. Ton ustensile fétiche. La maryse. Ton dernier meilleur repas. Chez Stéphane Jégo à la Mi-Jean. Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir ? J'ai un petit projet, pour plus tard, ce resto en fait autosuffisant, où en fait on a notre propre jardin potager en permaculture, on a nos bêtes, on s'autosuffit en fait au maximum. Et ce petit resto, en fait, les gens viennent, et ils viennent aussi parce que la cuisine est bonne. Pourquoi pas avoir une chambre d'hôte, enfin voilà, un espèce une ferme globale où en fait on peut aussi accueillir des gens qui peuvent rester dormir, qui peuvent quelque chose dans le genre qui soit bien pensé, qui soit respectueux de l'environnement et qui s'inscrive dans une démarche pérenne. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? C'est quand les assiettes reviennent vides. Et la pire critique ? Que je m'étais un peu autosuffi, que j'avais pas été chercher la difficulté, que j'avais été à la facilité en fait. J'avais fait un plat un jour et puis on m'a dit j'étais pas trop regardez, quoi. C'était un autre chef ? Non, c'était un bénévole. Il avait oui. raison. J'avais été je m'étais un peu reposé sur mes lauriers, j'avais pas été chercher la difficulté, j'avais tout qui était pratiquement fait, juste à cuire, et puis voilà, j'avais fait un truc, j'en ai honte, mais du coup c'est une critique mais qui m'a servi, quoi. Maintenant je le fais, je fais toujours attention de retravailler, même si ça me semble facile, je vais pas vers la facilité, je retravaille toujours les produits pour faire quelque chose de différent. C'est la fin de l'aller-retour. Alors qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ? La cuisine, ce qu'elle représente pour moi, de l'échange, du partage, et puis du plaisir. Donc j'aime faire de la cuisine, ça me fait plaisir. J'aime le faire pour les gens, que ce soit au réfectorio ou ailleurs, recevoir des amis, pour qu'on puisse partager, échanger. Mais après, j'aime pas assister à mes repas, à ce que je fais. Et je suis très gêné quand on me dit que c'est bon, machin.
dans la cuisine, c'est un moyen d'expression. Pour moi, c'est un art aussi. Parce que c'est un métier aussi très difficile. Et puis, la cuisine, c'est un langage universel aussi dans le monde. Tu disais que tu sais pas si t'as encore trouvé ton style. Est-ce que quand tu reçois les produits, quand il y a pas de chef invité, c'est toi qui fais le menu? Il y a des choses que t'aimes quand même. Oui, voilà. Que tu fais plus facilement que d'autres. Ouais. Il y a des choses que j'aime, que je fais effectivement. Là, on a une seconde qui vient d'arriver du coup en cuisine, comme je te disais, qui a un autre regard sur la cuisine que le mien. Et du coup, on se complète pas mal parce que du coup, elle apporte une autre chose dans cette cuisine. Et c'est important. On se complète. On peut faire des plats un peu différents de ce que je faisais avant. Mais bon, aujourd'hui, non, moi, j'ai pas trouvé mon truc. J'ai pas encore ma patte. En même temps, c'est difficile parce que c'est vrai que j'ai pas le choix des produits. Oui. Je peux pas me pousser dans une voie. Si j'ai ma patte, on va dire que c'est l'anti-gaspillage. Et puis, on va dire la cuisine de débrouille, quoi, en fait. Ça, c'est ce que je sais faire, en tout cas. Comment marier des éléments, en fait, finalement, qui n'auraient pas été pensés ensemble, ou sortir des sentiers battus avec des recettes où faut se dire que si on n'a pas ça, on fait avec autre chose, et puis voilà. Et tu crées facilement quand t'as ta liste de produits, c'est pas évident quand même, qui vont peut-être pas forcément aller ensemble. Ouais, c'est souvent ce qu'on me dit. Tu vas avoir de la burrata avec de la banane. Ouais. Tu fais quoi avec? En fait, il faut prendre. J'étais assez stressé par l'exercice au tout début. Et puis tout le monde me pose cette question, et puis en fait c'est venu assez naturellement. En fait, on regarde les produits, on sait comment tel produit peut être cuisiné de différentes manières, hein. Voilà, il y a 1000 manières de cuisiner un légume, que ce soit cru, que ce soit cuit, mariné, enfin voilà. Donc on imagine, et puis quand on voit les produits, on fait ça je vais le faire comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui irait bien avec telle recette de tel produit? J'ai celui-là, peut-être que je vais le travailler comme ça. Enfin voilà. Donc on arrive à ça. Donc la création au réfectorio, j'ai déjà eu des pannes. C'est un peu difficile, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour sortir le menu. Oui, parce que vous prenez les cuisines à 15h. Une fois que le foyer de la Madeleine libère la place. Ouais. Les produits, tu les récupères en amont. Tu m'avais raconté que vers 11h, tu commences à tourner. Voilà. Non, plutôt. Parfois, j'y vais à 5h30, parce qu'on est à Paris. Moi, on est à la Madeleine, donc faut prendre la voiture et pour éviter les bouchons. Voilà. Mais non, du coup. T'as des choses qui te sont livrées et d'autres que toi, tu vas récupérer quand on t'appelle au dernier moment. J'ai ça. Aussi, voilà. Okay. Ouais, ça, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire voilà, on a ça, je peux vous donner de l'huile d'olive, la super bonne huile d'olive. Et ça, j'ai de la chance parce que du coup, j'ai des produits au réfectorio qui. J'ajoute un peu d'épices ou un peu d'huile d'olive à la fin d'un plat, et puis ça sublime tout à la fin. Donc la création, je veux dire, je suis obligé de la faire tous les jours. Après, oui, je suis tombé en panne sèche. J'aurais beaucoup plus de mal à faire une carte d'un restaurant, donc partir de zéro et qu'on me dise voilà, ta carte blanche pour faire une carte. Tu peux tout avoir. Tout choisir. Je saurais pas où aller. Par contre, là, comme la difficulté, c'est en fait imposer, j'arrive et voilà, j'ai ça, je peux pas faire autrement, et c'est plus facile. Ça t'aide. Ouais, c'est plus facile et c'est même plus facile, on s'est rendu compte au réfectorio, quand on n'a pas le choix de trop de légumes, en fait, ou trop de fruits, en fait, quand c'est imposé, et en fait, on est obligé de prendre une direction, et voilà, on prend celle-là. Et les chefs qui sont invités, comment ils le prennent, eux, ils trouvent ça facile, dur, Au début, ils sont pas à l'aise, ils ont peur. Mais en fait, ils se rendent pas compte, mais c'est ce qu'ils font. Enfin, pour la plupart, ceux qu'on reçoit, c'est ce qu'ils font tous les jours dans leur restaurant. Hein. Leur producteur les appelle, et puis ils leur proposent, voilà, j'ai ça, et puis est-ce que tu le veux? Ils le prennent. Donc en fait, ils font le même exercice dans leur restaurant pour la plupart, mais juste parce que c'est anti-gaspillage, que c'est marqué, genre on sait pas ce que vous allez avoir comme produit. Ouais, il y en a et beaucoup, ils veulent savoir le plus tôt possible ce qu'ils vont avoir pour faire le menu avec leur équipe. Après, il y en a qui sont là, qui aiment bien se mettre un peu au défi. En danger. Ouais, et qui disent non, moi j'ai pas envie de savoir et je veux découvrir quand j'arrive. À 15h. Voilà. Moi, je leur dis quand même, attention, parce qu'on a que 3h30, donc on peut pas trop se permettre de perdre une demi-heure sur la création du menu au tout début, parce que. Mais bon, voilà. Et tu disais que t'étais pas passé dans les brigades de grands chefs, mais finalement, t'apprends quand ils viennent des choses ou à leur contact? J'apprends beaucoup de l'humain, de la personne. J'apprends pas.
je vois comment ils fonctionnent. Hein. On reste une après-midi ensemble et une soirée, donc je vais pas dire que je les connais beaucoup à la fin, mais oui, on discute et puis je vois comment ils cuisinent. Je vois, moi, ça m'apprend beaucoup sur comment être, comment, ouais, c'est peut-être que pour rebondir à la question, on parlait tout à l'heure. Quels sont les chefs que j'admire, qui maintenant en fait j'admire et quelle voix en fait m'inspire. Mais pardon, du coup j'ai oublié la question. C'était sur le. Je disais, est-ce qu'il y a des chefs, enfin voilà, est-ce que tu apprends aussi à leur contact Oui, non, quand même, viennent, oui, bien sûr, non, bien sûr. Non, et puis ils sont très sympas, ils me laissent tous la recette avant de partir. Donc oui, il y a déjà des recettes que j'ai refait d'autres chefs qui sont déjà passés. Ça te fait des mini-formations express. Ouais, voilà, ouais. Non, c'est sûr que parfois enfin, évidemment, j'aurais pas pensé à ça, et puis ils me disent, bah, si, ça marche très bien, voilà, et puis j'ai appris des choses, techniques, évidemment. Ouais. peut-être. C'est ça, ouais. Puis surtout des associations de saveurs, surtout là-dedans. Et puis, oui, j'ai appris des choses depuis l'ouverture de Réfectorio, et puis c'est génial pour moi. C'est une école en même temps. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ? Je sais pas si on peut dire chef. Enfin, c'est difficile en fait quand moi en tant que chef du Réfectorio, effectivement, c'est le nom que j'ai, chef résident du Réfectorio. Je reçois d'autres grands chefs en fait, et puis je suis présenté comme étant leur égaux en fait. Mais bon, évidemment que non. J'ai pas cette prétention, mais une fois, ça m'a fait plaisir. Enfin, pas plaisir, mais je me suis senti à ma place en fait quand Olivier Rollinger est venu. On en parle encore. C'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné en fait quand il est venu, et du coup, il m'a dit, il est venu, il m'a dit, ok, aujourd'hui, enfin, je l'ai appelé chef évidemment. Il est arrivé, je lui fais bonjour chef. Machin. Il me fait non, moi tu m'appelles Olivier, et puis aujourd'hui, c'est moi ton commis. Donc bon, c'est un peu déstabilisant, mais là, c'était, je crois, première ou deuxième semaine après l'ouverture du Réfectorio. J'étais pas encore à l'aise dans cette nouvelle cuisine que je venais de découvrir. Et en fait, ça m'a rendu à l'aise pour tous les autres chefs. Et maintenant, je suis hyper à l'aise. Et je me sens bien. Alors, je vais pas dire que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on me remet dans une autre brigade, dans une autre maison. Je serai pas chef. Mais là, je le suis parce que je travaille avec des bénévoles, parce que ça a du sens par rapport à mon parcours et que je suis à ma place. Mais après, voilà, c'est juste ça, quoi. C'est vraiment... maintenant, je me sens à ma place, voilà. Est-ce que tu es garant aussi de l'ambiance ? C'est quand même toi qui donnes le là dans les cuisines, même si c'est des bénévoles ? Ouais. T'es plutôt sympa, t'es important. Plutôt dur. Non, j'imagine les gens viennent passer aussi un bon moment tous ensemble. Oui, ils viennent passer un bon moment. Il faut pas que ce soit un calvaire, hein, parce que on connaît l'univers des cuisines et c'est pas du tout ça. Je saurais pas le faire. Par contre, faut pas m'embêter tant que la première heure, en général, c'est assez compliqué. Genre, T'es stressé un peu ? Ouais, je suis très stressé, et ça me stresse encore plus quand il y a des bénévoles qui se mettent à parler entre eux. Donc non, il faut qu'on serve un repas pour 100 personnes par soir. Donc il faut faire très attention à bien y arriver. Donc tant que tout n'est pas lancé en cuisson, ou tant que le menu ne commence pas à montrer... à prendre forme. À prendre forme. Faut rester calme, faut y aller. Après, pas de souci. Pendant le service, une fois que tout est calé, on est en place, on se met un peu de musique, on rigole, pas de souci, on est là pour ça. Et ça fait du bien, quoi, aussi de le faire de cette manière, plus décontracté. Il y a beaucoup de chefs aussi qui passent, et avec leur brigade, ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la musique en cuisine. Donc c'est là, ça fait du bien. Ils demandent aussi souvent, chef, est-ce que nous on pourra avoir la musique aussi maintenant ? Bon voilà, je comprends que tout le monde on puisse pas le faire partout. Nous au Réfectorio on le fait, voilà. Mais c'est juste au début, je suis quelqu'un d'assez stressé tant que le menu n'est pas lancé, quoi. Donc. Est-ce que tu as besoin de cuisiner tous les jours ? Non. Le week-end, non, ça te manque pas ? Non, non, je vais au restaurant, je me fais servir. Non, j'ai pas ce... ça arrive, hein, je sais que quand je prends des vacances, j'aime bien. Hein, j'aime bien cuisiner, mais c'est-à-dire que ça va pas me déranger si, pendant 2 jours, j'ai pas touché un couteau. Hein, c'est pas la fin. Est-ce que tu as besoin d'être de bonne humeur et en forme pour cuisiner ? Non plus. Je peux arriver fatigué, je peux arriver de mauvaise humeur, et la cuisine va me procurer l'effet inverse. Du coup, ça va me mettre en forme, ça va me rendre de bonne humeur, ça va me vider la tête. Et parfois, oui, c'est vrai que j'oublie tout, en fait, en cuisine. Je rentre, je suis dans ma recette, dans mon menu, dans l'objectif.
Il faut y arriver, donc voilà. Et puis j'aime bien me pousser au-delà des limites et travailler encore. Et puis en fait, je suis rarement fatigué. Par contre, après, une fois que le service est terminé, je suis épuisé. Mais pendant la cuisine, je peux avoir travaillé des heures et des heures d'affilée, je serais pas fatigué. Mais donc non, ça me maintient, ça me donne une certaine forme d'être en cuisine. Est-ce que tu te sens plus chef ou cuisinier ou autre? Chef cuisinier. Et non, et je me sens surtout à ma place. Ouais, surtout ça. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? La minuterie du four qui sonne. Ça fait beaucoup courir en cuisine quand il faut sortir les plaques du four. Ce qui me fait courir plus sérieusement, c'est la quête de sens. Et comme je reviens encore dessus, c'est vraiment donner du sens au métier, avoir un objectif et laisser cette terre mieux que comme on l'a trouvé en fait. Et ça, c'est l'objectif de notre génération. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus dans l'actualité. Ça devient même un peu anxiogène. On entend toujours que voilà, on est sur l'extinction des espèces, que le réchauffement climatique, on va avoir de grands mouvements de population, qu'il va y avoir de grands problèmes climatiques. Et là, quand on sait que le gaspillage alimentaire représente énormément d'émissions de gaz à effet de serre, il faut régler ce problème. Alors c'est pas que en travaillant le gaspillage alimentaire, mais c'est en amont mieux l'éviter en fait. Donc voilà, je sais pas où je vais aller dans le futur, mais je vais rester dans cette voie-là et essayer de faire quelque chose pour améliorer cette problématique. Et donc par ce biais, laisser une bonne trace en fait. Tu ne pourrais pas être chef d'un restaurant lambda ou dans une brigade, finalement, j'ai l'impression que tu serais pas à ta place. Non, faut qu'il y ait un sens. Ouais. Ils ont leur sens, hein. Je dis pas qu'ils ont, c'est mais... parce qu'ils ont pas de sens, mais c'est juste que moi j'ai besoin qu'il y ait une connexion avec l'environnement, le social, l'environnemental. Enfin voilà, il faut qu'il y ait cette problématique. Alors après, peut-être que je deviendrai chef d'un restaurant. Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de mon projet. Voilà, on est sur les circuits courts puisqu'on produit nous-mêmes. On use très peu d'énergie. Consommer locavore. T'as reçu des chefs qui parlaient de la pêche durable. Voilà. Donc ça, je pourrais travailler là-dedans. Mais c'est vrai que si je peux aller dans une voie pour résoudre un problème, c'est encore mieux. Alors, est-ce que tu as des conseils pour pas gaspiller à la maison, enfin en anti-gaspillage pour le bien commun des mortels. Parce que moi, je prends les restes du réfectoire aussi, donc du coup, je cuisine pas chez moi. Je me demandais justement s'il y avait j'imagine qu'il y a des restes. Il en reste, ouais. Et ben, on fait des restes de restes. Et voilà, déjà à la fin, il y a le repas bénévole. Bags. Voilà, et on propose aux bénévoles d'emporter le reste chez eux. Donc voilà, on gaspille pas. Ensuite, petite règle facile qu'on peut appliquer à la maison et tu vois qui nous permettrait de moins gaspiller. Déjà de savoir quand on fait les courses, qu'est-ce qu'on veut faire. Peut-être se faire un planning de la semaine, les quantités. Déjà quand on sait cuisiner pour soi-même ou pour sa famille, on sait les quantités qu'il faut, on gère mieux. Et quand on a cette relation, on sait d'où vient le produit. Voilà, on est plus conscient de ça et de l'importance de ne pas gaspiller. Donc oui, quand on va faire ses courses au marché, on essaye de faire des quantités qui sont de connaître les quantités qu'on veut, quoi, en fait. Voilà. Et puis surtout, si on achète des produits avec des dates de péremption, ne pas le jeter parce que la date de péremption est passée. On ouvre le produit, il y a un aspect visuel, on le sent, on goûte en petite quantité, voilà. Et puis on verra tout de suite si c'est mauvais ou pas. On ne jette pas parce que sans avoir gardé la tête du produit. Il y a des produits qui se gardent mais très très longtemps après leur date de péremption. Les œufs par exemple. Les œufs, même les yaourts. Les yaourts. Voilà, ouais. Les yaourts. Enfin, il y a plein de choses. Le miel, on peut le garder toute une vie, il y a pas de souci. Les céréales, les pâtes, enfin, voilà, tout se garde. Faut juste faire attention à la viande et au poisson. Mais bon, c'est encore une fois, on regarde, on sent, on touche. Puis là, on se rendra compte. Et puis on goûte. Et puis c'est pas bon, c'est pas grave. Là, ok, c'est pas bon, on le jette. Mais du coup, on fait toutes ces tests avant de jeter, Puis ou alors voilà, on donne ou je sais pas, on se responsabilise. Bon, il est
Il est 12h30, on commence à avoir une petite faim. Est-ce que tu as une recette, la recette que tu fais le dimanche soir à la maison? La recette que je fais le dimanche soir à la maison, anti-gaspi? Oui. Moi, je suis très friand des sautés de viande, en fait, cuits en sauce, enfin, dans un bouillon, en fait. Et ça, ouais, c'est bon. Alors, vas-y, une petite recette de sauté de viande. Qu'est-ce qu'on a fait là dernièrement? On a fait, ouais, tout simplement, on avait du veau, un sauté de veau avec du citron confit. Non, même pas confit en fait, parce que confit c'est... Non. On a pris les zestes de citron, on les a mis en même temps. Donc tu fais comment? Tu coupes ta viande? Voilà, coupe ta viande si on a... Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser des morceaux qui sont pas nobles, en fait, qui avec une longue cuisson, qui coûtent peu cher en fait. Donc on se coupe sa viande en petits morceaux, on la fait revenir. Dans l'huile. Et puis voilà, dans l'huile. Après, on coupe ses légumes, tout ce qu'on a sous la main. On les coupe. Carottes, on sait juste qu'il y a des cuissons, voilà, carottes, pommes de terre, courgettes, mais on sait juste qu'il y a des cuissons différentes. Donc en fait, on fait sauter sa viande, on coupe ses légumes, et puis des oignons, c'est très bien si on en a aussi, de l'ail. On fait revenir ça, on met sa viande, on mouille avec de l'eau, on met des épices, ce qu'on veut. On ajoute ses légumes petit à petit, qui vont cuire dans l'eau, tout en sachant bien que la courgette, on va l'ajouter à la fin, par rapport à la carotte qu'on va ajouter au début. Enfin voilà. S'il y a les poivrons, on les fait sauter sur le côté, on les ajoute à la fin lors du dressage. On se fait une semoule, on se fait un riz, on se fait un plat, des pâtes. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et le zeste de citron, tu le mets à la fin? Le zeste de citron, on le met à la fin. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une semoule travaillée avec différents brunoises de légumes à l'intérieur, avec les zestes de citron qu'on a mis aussi dedans, qu'on a fait cuire avec le même bouillon de la viande, voilà, tout s'échange et tout se complète. Et pour les sautés de viande, ça dépend des viandes, mais par contre, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. Ouais, il faut prendre bien 2 heures pour les cuire. Ouais. Et après, on se régale. Et après, on se régale. Ouais, tout à fait, on se régale, on a mis les épices qu'on aime. Moi, j'aime bien le curcuma, comme je l'ai dit. Ça donne une coloration, surtout avec la semoule. C'est très intéressant de mettre du curcuma dans de la semoule. J'aime bien, ouais. Bon, merci Maxime. De rien. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, vous pouvez vous inscrire pour être bénévole au réfectorio sur le site refectorio.force.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.